Salut bande de petits photographes, c'est parti pour les dernières nouvelles du monde de la photo, c'est les MPR News du mois de septembre. Alors, vous avez vu, j'ai laissé quand même les fagnons pour faire la fête des 20 000. Oui, je voulais vous faire croire que j'avais tourné un autre jour, mais je le tourne dans la foulée de l'autre. J'ai juste changé de t-shirt pour faire croire, mais je peux pas vous mentir, donc bon, c'est comme ça. Bref, c'est parti pour les MPR News. On a énormément de choses à voir parce que même si certains d'entre vous sont partis en vacances, je peux vous dire que les fabricants d'objectifs et de boîtiers, ils sont pas partis en vacances et il y a un paquet de trucs qui sont sortis. Donc je vais parler sûrement un peu vite, je vais sûrement pas détailler tout, notamment toute la partie matos, je vais pas tout détailler, je vous inviterai à aller sur l'article du site mpr.photo qui est associé au MPR News, vous aurez tous les liens pour aller trouver plein d'infos justement sur toutes ces nouvelles sorties. Alors on va commencer par les news du monde de la photo. Donc 500px a sorti un petit truc de son labo, une petite appli qui est assez géniale, ça s'appelle Splash. En tout cas, c'est très très rigolo. Après, je ne sais pas si ça va servir très longtemps, mais je vous conseille d'essayer parce que c'est vraiment bluffant au début. Donc le principe, c'est que vous avez un petit carré et vous allez dessiner dedans exactement comme Paint. Vous avez une petite brosse et vous pouvez dessiner exactement les couleurs que vous voulez. Donc moi, par exemple, j'avais envie de trouver un petit lac avec de l'herbe autour et puis des montagnes derrière et de faire un ciel. Donc j'ai fait un petit peu ça avec des couleurs. Et vous voyez un petit peu, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va chercher sur 500px les photos qui reprennent un schéma similaire à celui-là. Donc c'est assez génial, vous pouvez faire un petit rond orange, il va vous trouver des photos de coucher de soleil, enfin voilà, c'est vraiment cool. Donc je vous invite à essayer, ça se passe sur labs.500px.com et vous avez vu qu'en dessous, automatiquement, il va me trouver plein de photos qui correspondent et on a effectivement des lacs avec des montagnes et le ciel au-dessus et ça marche vraiment pas mal en fait, c'est assez bluffant. Donc je vous invite à aller jouer là-dessus un petit peu. Ensuite, Microsoft a sorti une appli pour téléphone et qui est assez bluffante. Alors c'est pour iPhone pour l'instant, pas encore de version Android. Donc j'ai pas pu la tester moi-même, mais de ce que j'ai pu voir, c'est assez bluffant. Alors ça va pas vous intéresser la majorité d'entre vous parce que c'est un petit peu une appli anti-photographe dans la mesure où ça fait tout le boulot à votre place. Mais je trouve ça quand même intéressant, notamment pour tous les gens qui prennent des photos avec leur téléphone. Ça arrive de temps en temps. Soyons coupables de temps en temps. Et donc voilà, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au moment où vous allez appuyer pour prendre la photo, donc ça s'appelle Microsoft Pix, P-I-X, tout simplement. Et donc, au moment où vous allez prendre la photo, il va prendre 10 images en rafale, y compris une partie des images avant que vous ayez appuyé sur le déclencheur. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous présenter les 3 meilleures, celles qu'il estime être les 3 meilleures. Donc lui-même va sélectionner, tiens, sur celle-ci, il y a un visage qui sourit, sur celle-ci, le visage est plus grand que sur celle-là, etc. Et donc il a un espèce d'algorithme derrière qui va sélectionner celles qui lui semblent être les meilleures. Et globalement, en général, il ne se trompe pas, c'est ça qui est assez bluffant. Et ensuite, ce qu'il fait avec les 7 autres, c'est qu'il ne va pas les jeter, il va les réutiliser pour réduire le bruit de la photo, pour déboucher des ombres, et même pour faire des effets cinématographes, c'est-à-dire, vous savez, c'est ces photos où il y a quelque chose qui ne bouge pas. Par exemple, moi j'ai mon visage qui ne bouge pas et puis il y a les yeux qui bougent dans le vent. Donc vous avez des mi-photos, mi-vidéos. Et donc il crée tout ça automatiquement juste en ayant appuyé une seule fois sur le déclencheur. Donc je trouve ça assez balèze. Et voilà, si vous avez un iPhone, essayez et puis vous nous direz un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Ensuite, Verizon, vous connaissez peut-être pas, Verizon, c'est un des plus gros opérateurs téléphoniques aux États-Unis. Et il se trouve que Verizon a racheté une partie des activités de Yahoo, des activités internet de Yahoo, dont Tumblr et dont Flickr. Donc Flickr a été vendu, Flickr n'appartient plus à Yahoo. Et on peut penser que c'est peut-être pas forcément un mal parce qu'en fait, les choses stagnent un peu sur Flickr, ça a plus trop bougé ces derniers temps. Ça a un peu rebougé quand Marissa Mayer, donc la PDG de Yahoo, est arrivée il y a 2-3 ans. Ils ont un peu tout refait, tout repensé, et depuis, ça n'a pas trop bougé. Donc là, le fait que ça a été revendu à une autre société, on peut imaginer que ça va peut-être apporter des nouveautés. Ce qui est à peu près certain, à mon avis, c'est que je les vois mal fermer Yahoo purement et simplement. Il y a tellement d'utilisateurs actifs sur ce site qui vont certainement le garder. À voir, après, j'espère qu'ils ne vont pas nous sortir des moyens de le monétiser avec de la pub partout ou des offres premium qui sont un petit peu obligatoires. Enfin voilà, on va voir un petit peu ce qu'ils nous sortent, mais ils vont peut-être nous sortir des innovations sympas. Voilà, on croise les doigts. Alors ensuite, pour les petites news MPR, bon, vous avez vu dans la dernière vidéo, 20 000 abonnés, donc c'est génial. Comme je vous disais, ça importe peu le nombre 20 000, bon c'est un nombre un petit peu spécial et un petit peu rond, mais après quelque part, peu importe, on peut avoir 500 000 abonnés et avoir 3 000 personnes qui regardent nos vidéos à chaque fois. Moi ce qui m'importe surtout, c'est de voir que la communauté elle continue de grandir
et que c'est toujours aussi chouette. Enfin, quand je regarde tous les commentaires en dessous des vidéos, je suis toujours bluffé. C'est extrêmement rare qu'il y ait des commentaires méchants ou des trolls ou des choses comme ça. Alors que mes vidéos sont loin d'être parfaites. C'est souvent fait en une prise, un petit peu à l'arrache entre guillemets. Et voilà, je suis toujours bluffé de voir à quel point vous êtes sympa. Et donc je voulais vous remercier pour ça parce que c'est vraiment cool et ça encourage à continuer. Donc big up à vous tous. Voilà, et donc je vous ai présenté dans la dernière vidéo le site mpr.photo. Donc qui est le nouveau site maintenant où vous pouvez vous diriger pour lire des articles associés à toutes les vidéos, y compris celle-ci. Donc là, vous aurez tous les liens dont on va parler. Et puis peut-être un petit peu plus, ça dépend de ce que Steve va nous concocter. Et puis autre news aussi, je ne l'ai pas mis dans le slide, c'est que ces derniers mois, je ne sais pas pourquoi, j'ai été contacté par plein de marques pour tester du matos. Alors, que je clarifie un petit peu les choses avec vous avant que vous vous étonniez, parce que ça va arriver sur la chaîne. Déjà, je ne veux pas devenir une chaîne où je fais que des tests de matos. J'ai pas envie de vendre mes fesses non plus. Donc je suis assez fier d'ailleurs parce qu'aujourd'hui j'ai refusé mon premier deal. C'est-à-dire que c'est une marque qui m'a contacté pour dire est-ce que vous voulez tester des écouteurs intra-auriculaires. Ils sont super beaux, il paraît qu'ils ont un son incroyable, etc. Et je leur ai dit non, désolé, parce que si je fais ça et que je les présente à ma chaîne c'est que des photographes, ils s'attendent à avoir des choses en rapport avec la photo. Si je fais ça, ils vont me dire Sylvain, t'as vendu tes fesses, quoi, ça va pas. Alors que bon, il n'y a pas d'échange d'argent, hein. Le principe c'est qu'ils m'envoient un truc gratuitement. Donc moi je le paye pas et puis après je peux le garder, donc ça c'est quand même l'intérêt. Mais eux ne me donnent pas d'argent quand même, faut pas déconner. Mais voilà, je leur ai dit si je me mets à parler pendant 2 minutes ou 3 minutes d'écouteurs, je vois pas le rapport, quoi, même si un certain nombre d'entre vous peuvent aimer ça. Donc je leur ai envoyé ça, ils m'ont répondu quand même relativement positivement. Donc peut-être qu'ils vont finir par me l'envoyer, mais voilà, sachez que je ne vais pas faire une vidéo sur des écouteurs, comme ça vous êtes rassurés. Mais donc j'ai été contacté pour d'autres trucs, et il se trouve qu'à chaque fois c'est des trucs que j'ai vraiment envie de tester. C'est-à-dire que j'ai été contacté donc, pour le flash, j'avais vraiment envie de tester le flash, donc j'ai fait une vidéo là-dessus. J'ai reçu un trépied, pareil en marque blanche, donc ça va être des copains de ceux qui avaient fait le flash, j'imagine. Donc c'est assez drôle de parler anglais avec des Chinois, voilà, c'est très très rigolo, mais peu importe. Donc ils m'ont envoyé un trépied que je testerai pour vous. Et puis un objectif, certains d'entre vous le savent déjà parce que vous l'avez vu en apparence dans une dernière vidéo, mais j'ai testé très récemment un très très bon objectif. Là pour le coup j'ai dû le renvoyer, mais voilà, vous en saurez très bientôt, ça arrive là ce mois-ci. Voilà, donc je voulais vous dire ça, qu'il y a des tests de matos qui vont arriver, c'est du matos qu'on m'a envoyé pour que je le teste, mais c'est pas des trucs où j'ai vendu mes fesses, et puis je suis pas payé pour ça de toute façon. Bref, c'est parti. En parlant de matos, on a plein de choses à voir, accrochez-vous parce que ça va aller très très vite. Fujifilm, on va commencer par quelqu'un qui n'est pas Canon ou Nikon pour changer, et pas Sony. Ils ont sorti des nouveaux boîtiers mirrorless, que je trouve assez sympa avec des petites couleurs funky mais un look un petit peu rétro quand même. Ça s'appelle XA3, donc c'est des boîtiers mirrorless qui font du 24 mégapixels, donc sans miroir, hein. Quand je dis mirrorless c'est de l'anglais. Et ce que je trouve assez intéressant c'est que le prix de départ est pas si cher, c'est aux alentours de 600 $. Quand on sait que ça intègre toute leur technologie à l'intérieur, je trouve que c'est pas mal. Alors j'ai pas vu par contre dans le détail si ça c'était un flash ou si c'était un viseur électronique. À mon avis, à ce prix-là, il n'y a peut-être pas de viseur électronique, c'est peut-être le flash. À voir. Là, pour le coup, je vous invite à aller voir la fiche descriptive un petit peu plus détaillée. Mais voilà, 600 $ pour un mirrorless APS-C, je trouve que c'est pas très cher, donc ça vaudra le coup de suivre un petit peu cet appareil avec en plus l'écran qui se retourne. Bref, ça a l'air assez sympa. Et ils en ont profité pour sortir un objectif 23 mm f2. Hasselblad, ça je trouve ça assez intéressant. Il y avait déjà eu des tentatives d'adapter des appareils photo sur des smartphones. Parce que dans les smartphones, on est toujours limité en place, que ce soit pour le capteur, qui est souvent un tout petit capteur, et pour l'objectif, qui est souvent juste une lentille fixe, quoi, qui fait un assez grand angle. Et donc, il y avait déjà eu des trucs un petit peu bizarres, genre je crois que c'est Sony qui avait sorti ça, où on venait le clipper, mais c'était complètement un objectif, et puis l'objectif, il sortait comme ça faisait un petit peu robotique, quoi, ça faisait bizarre. Et là, c'est Hasselblad qui a sorti une sorte d'appareil photo, en tout cas un ajout appareil photo, qui vient se clipser sur votre smartphone. Alors sur votre smartphone seulement si vous êtes chez Motorola et avec un modèle spécial, mais je
trouve, bon, c'est qu'un début et je pense que ce serait sympa si ça pouvait se développer vers d'autres marques aussi, mais je trouve ça déjà vraiment pas mal. Et donc, il y a là-dedans un capteur un petit peu plus grand, c'est 1 sur 2,3 pouces ou un truc comme ça, donc c'est pas un énorme capteur, mais c'est déjà beaucoup plus grand que ce qu'il y a dans les smartphones. Et il shoot en RAW, il vous permet d'avoir un zoom 10x, et puis c'est du Hasselblad, donc on peut imaginer qu'il y a une bonne qualité derrière, vous avez un petit flash, etc. Et donc, le truc, c'est que c'est très très fin, ça va faire à peu près la finesse de votre smartphone, mais vous avez quand même un grip, vous avez un vrai appareil photo dans les mains, et vous avez tous les contrôles sur l'écran derrière de votre smartphone. Donc je pense que c'est vraiment pas mal, et du coup, vous pouvez soit l'emmener, soit le laisser chez vous, mais je trouve que c'est vraiment un bon compromis entre les deux. Ça coûtera aux alentours de 300 $, donc voilà, moi je vais surveiller ça aussi pour voir un petit peu ce qui sort, mais c'est prometteur pour l'avenir aussi, pour le mix entre le monde de la photo et le monde des smartphones, et pour réconcilier un petit peu tout le monde. Nikon a annoncé le D3400, donc la gamme D3000 chez Nikon, c'est l'entrée de gamme, donc c'est l'équivalent des 1100D, 1200D, 1300D chez Canon. Et d'une manière générale, chez Nikon, l'entrée de gamme est à peu près au même prix, voire un poil plus cher que chez Canon, mais il y a toujours eu des spécifications un petit peu supérieures. Et là, c'est encore le cas. Un capteur 24 mégapixels, 11 points d'autofocus, je crois qu'on est à 7 chez Canon, chez l'équivalent. 5 images par seconde, on est plutôt à 3 chez Canon. Donc voilà, c'est toujours un petit peu mieux, on va dire, avec des capteurs aussi qui sont souvent un petit peu mieux. Le truc très bizarre, c'est que cette fois-ci, ils ont retiré des choses par rapport au D3300. Savoir que le D3300 a le même capteur, a le même nombre de points d'autofocus, a la même vitesse, donc c'est exactement les mêmes spécifications. Donc globalement, c'est un upgrade très très léger, hein, un peu comme chez Canon, ils font ça pour les appareils entrée de gamme. Sauf que cette fois-ci, ils ont retiré la prise micro et surtout, ils ont retiré le nettoyage automatique du capteur. Vous savez, la petite vibration du capteur qui enlève les poussières. Alors vous allez me dire, chez Canon, c'est pas présent à la base, mais je trouve ça un peu con que ce soit présent dans les versions précédentes et que là, ils l'aient enlevé. Donc à la limite, si vous voulez acheter un Nikon, achetez plutôt le D3300, je pense que vous aurez un meilleur appareil que le D3400 et puis ça vous coûtera moins cher. Voilà. Donc je ne sais pas trop pourquoi ils ont fait ça, c'est étrange. Ils en ont profité pour sortir deux nouveaux objectifs kit, un 18-55 et un 70-300. Là aussi, je trouve ça bizarre le découpage. Chez Canon, c'est simple, c'est 10-18, 18-55, 55-250. Chez Nikon, il y a 18-55 et 70-300, ce qui veut dire qu'entre 55 et 70, tu n'as pas d'objectif pour faire tes photos. Je trouve ça un petit peu dommage, même si du coup 300 mm, ça permet d'aller un petit peu plus loin que 250, mais il n'y a pas de logique dans tout ça, ça paraît pas simple en fait, et c'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est pas grave, ils ont sorti d'autres versions. Autre truc qui n'est pas simple pour les néophytes, parce que c'est destiné aux néophytes qui vont acheter leur premier boîtier, on va dire, il y a une version avec stabilisation et une version sans stabilisation. Là encore, je vais faire un petit peu mon Canon fanboy, mais chez Canon, c'est simple. Il y a 18-55, stabilisé, 55-250, stabilisé. Là, ils laissent le choix à l'utilisateur. Et en gros, 200 $ pour la version non stabilisée et 350 pour le 70-300 non stabilisé. Et pour les versions stabilisées, il faut rajouter 50 $ de plus. Bon, si vous réfléchissez à les prendre, prenez une version stabilisée, ça vaut largement les 50 $. Mais je ne comprends pas pourquoi ils se compliquent la tête autant que ça. Faites que des versions stabilisées, ce sera plus simple pour tout le monde. Surtout pour les débutants. Et alors là, par contre, on parle d'autre chose. Là. Nikon a sorti un objectif, mes amis, un 105 mm f1.4. Donc c'est une ouverture jamais vue sur des objectifs de plus de 80 mm. Il y a de 85 mm, il y avait des 85 mm qui allaient jusqu'à f1.2, il me semble, mais... Là, un 105 mm f1.4, c'est l'objectif de portrait par excellence si vous voulez faire des beaux portraits avec un beau flou d'arrière-plan, notamment en plein pied. Là, c'est vraiment terrible. Visiblement, ils ont mis tout ce qu'ils savaient faire de mieux dedans chez Nikon. Il y a plein d'éléments à l'intérieur. Enfin voilà, visiblement, on peut s'attendre à des très très belles photos. Par contre, il faut y mettre le prix. Ça va sortir aux alentours de 2200 $. Donc c'est du très lourd. C'est fait pour les gens qui ont des capteurs plein format, enfin des appareils avec capteur plein format. Voilà, c'est de la très belle bête, mais je pense que les photographes pros doivent baver dessus. Chez Canon, du coup, ils ont sorti des trucs aussi. En fait, chez Canon, ils ont sorti le 5D Mark IV, on ne va pas en reparler, il y a toute une vidéo que j'ai faite sur la question. Mais ils en ont profité pour sortir des objectifs avec. Donc ils ont sorti le 16-35 mm, version 3, donc ça c'est un best-seller. C'est le grand angle par excellence pour les photographes de paysage qui sont chez Canon. Ils sortent la version 3, a priori encore amélioré, encore plus de piqué, encore meilleur, etc. Ils ont sorti le 24-105 f4, donc 16-35 c'est f2.8, mais on les ajuste ensuite après, voilà. Et puis là, il y a le petit truc bizarre là.
Donc c'est 16-35 f2.8, 2200 $, bam! Paye ton nano rouge, paye ta sérielle. Le 2405 f4, lui il est stabilisé, alors que l'autre ne l'est pas d'ailleurs. Il est stabilisé aux alentours de 1100 $, c'est plus acceptable déjà pour quelqu'un qui achète un plein format et qui va déjà payer 3500 € son boîtier. Ok, on reste dans des prix qui sont cohérents, on va dire. Et puis ils ont sorti une petite carte SD, on va pas en parler pendant très très longtemps. C'est uniquement pour pouvoir mettre le Wi-Fi dans le 7D Mark II. Ils ont sorti le 7D Mark II sans mettre le Wi-Fi. On a l'impression qu'il y a quelqu'un chez eux qui s'est dit « Oh merde les gars, on a oublié de mettre le Wi-Fi ». Bon bah écoute, tu te démerdes, tu fais une carte SD qui va faire du Wi-Fi, puis on la mettra dedans. Donc du coup, ça occupe le slot de la carte SD, donc vous ne pourrez pas l'utiliser si vous voulez avoir le Wi-Fi, parce que c'est pas une vraie carte SD, c'est juste un adaptateur. Bref, 50 $, bon, c'est du Canon quoi. Sony, ils ont quand même annoncé un truc pendant les vacances, c'est pas plus mal. Donc ils ont sorti un 50 mm macro de leur propre marque, de chez Sony. Qui ouvre à f2.8 et qui coûte 500 $. Donc voilà, dans l'ensemble, un prix à peu près correct pour les objectifs Sony, où on est plutôt habitué à avoir dans les 1000 ou 2000 $. Alors je donne les prix en dollars parce que j'ai pas, là pour le coup, j'ai pas été vérifié en euros. On a peut-être déjà les prix en euros pour un certain nombre d'entre eux, mais je fais ma veille en partie sur des sites anglophones, donc du coup, voilà. Désolé pour ça, mais en ce moment, la conversion euro-dollar, c'est à peu près 1 pour 1, donc vous ferez facilement la conversion. Bref, voilà, je trouvais ça intéressant, un petit objectif macro chez Sony, même s'il y a des bonnes alternatives chez Tamron, Sigma, etc. Il y a d'autres possibilités. En parlant de Tamron, justement, The Beast, le monstre, est ressorti. Donc, ils ont sorti la version 2, ou ils vont sortir là tout de suite, du 150-600 mm. Donc c'est vraiment un bazooka. J'ai eu la chance, la grande chance grâce à Julien, l'un d'entre vous, on est parti en rando ensemble pour aller voir des bouquetins à la montagne. D'ailleurs, le quart d'heure photo arrive ce mois-ci à ce sujet-là. Et donc j'ai pu mettre mes mains sur cet objectif 150-600 et j'avoue que c'est assez top quand même. Alors bon, c'est bien lourd, on a vraiment l'impression d'avoir un bazooka dans les mains, mais pour aller faire des photos d'animaliers, c'est quand même extra. Et donc, c'est un objectif qui s'était très bien vendu, qui satisfait beaucoup de gens, et donc ils sortent la version 2, soi-disant pour aller avec les nouveaux boîtiers qui ont des capteurs avec beaucoup de mégapixels, donc pour avoir une meilleure définition, etc. On verra tout ça dans les tests. 1400 $, c'est pas dément pour un objectif de ce type-là, je trouve pas ça dingue. Voilà, c'est un objectif qui peut aller sur du plein format comme sur de la PSC. Et du coup, la version actuelle, elle est plutôt aux alentours de 1000 $. Donc, c'est pas dément quand on voit les possibilités qu'offre un tel objectif. Après, il faut les sortir quand même. Mais voilà. Et ils en ont profité pour sortir des multiplicateurs de focale. 1,4 et 2. Donc, ça va démultiplier votre focale. Si vous mettez le 2 sur celui-là, vous aurez l'équivalent d'un 300-1200. À 1200 mm, vous pouvez commencer à faire des sacrées photos. Le problème, c'est que si vous mettez des multiplicateurs de focale comme ça, vous allez perdre de la lumière et donc vous ne serez plus à 5.6 ou 6.3, mais vous serez f8 ou f11. Donc ça, il faut le savoir, et des fois, l'autofocus ne marche plus. Donc ça a des contraintes quand même, ces multiplicateurs de focale. Donc le 1.4, il est à 420 $, le 2 à 440 $. Bref, Tamron met le paquet sur l'animalier. Ensuite, on a Laowa, donc une marque, je crois, japonaise ou chinoise ou coréenne, vous me corrigerez, qui a sorti un objectif complètement dément. Ils ont fait un Kickstarter là-dessus, donc un financement participatif. C'est un 12 mm, mais un 12 mm pour plein format. C'est-à-dire que c'est du délire, ça veut dire que c'est équivalent à du 7 mm pour de la PSC, si je ne dis pas de bêtises, 8 mm pour de la PSC. Sauf que c'est pas du fisheye, c'est un 12 mm sans aucune distorsion, selon leur dire. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir des lignes droites qui vont apparaître droites. Donc vous avez un angle hallucinant, vous allez capter un paysage complètement dingue avec un plein format et un 12 mm, sans aucune distorsion. Alors il y a légèrement de distorsion, mais c'est quand même quasiment rien, c'est des trucs qui se corrigent très facilement. C'est vraiment balèze. Ça ouvre à f2.8, donc voilà, super objectif pour aller faire des photos un peu, là c'est plus que du paysage, que c'est vraiment impressionnant, je pense que ça va sortir. Pas si lourd, 610 grammes, et il sortira probablement aux alentours de 900 $. Donc là, la campagne de financement participatif sur Kickstarter est terminée, et on peut faire des précommandes sur leur site. Mais voilà, il est assez petit, et franchement, balèze. Donc voilà, on verra bien, pour les gens qui ont des pleins formats surtout, de toute façon on est là pour rêver. Samyang a sorti plein de trucs aussi pendant les vacances. Donc ils ont sorti un 18 mm f1.8. C'est vraiment l'objectif, on va dire, rêvé pour faire des photos de Voie lactée, je pense.
mise au point manuelle, comme Samyang sait bien les faire, avec une belle bague bien lisse, etc. 500 €, bim. Ils ont sorti aussi un 14 mm f2.8 avec autofocus. Samyang s'y est mis, ils avaient annoncé, ils font des objectifs autofocus maintenant, aux alentours de 700 € seulement pour Sony sur celui-là, pour l'instant en tout cas. Donc on espère qu'ils vont sortir aussi pour les autres marques. Canon, Nikon, et n'oublions pas Pentax, Panasonic, et puis les autres. Et puis Samyang, toujours, a sorti un 35 mm f1.2 pour les APS-C. Donc là, ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, ça va vraiment vous donner une focale équivalente à un 50 mm et une ouverture équivalente à quelque chose comme f1.8. Donc vous allez vraiment avoir un rendu similaire à si vous mettiez un 50 mm f1.8 sur un plein format. Donc c'est vraiment intéressant. Par contre, il est en mise au point manuelle. Donc voilà, ça c'est un petit peu le bémol. Quand on ouvre à f1.2 comme ça, c'est difficile de faire une mise au point manuelle. Donc il faut prendre l'habitude. Et c'est pour des APS-C, mais seulement pour les mirrorless, pour ceux qui n'ont pas de miroir. Donc vous ne pourrez pas le mettre sur un réflexe. Ça va uniquement aller pour les EOS M, pour les Panasonic, pour voilà, tous ces mirrorless. Et 450 €, c'est pas dément, je trouve, pour un objectif qui ouvre aussi grand que ça. Donc à suivre aussi de près. Bon, comme d'hab, Samyang, quand ils font des objectifs à mise au point manuelle, globalement, c'est de la bonne cam et c'est pas très cher. Ensuite, deux choses qui ne sont pas des objectifs ou des boîtiers, pour changer quand même. Wine Country Cam, Wine Country Camera, c'est une boîte qui est en train de se lancer, qui vend un porte-filtre. Donc ça, c'est pour ceux qui aiment faire des photos de paysage et qui aiment mettre les filtres carrés ou rectangulaires. Vous savez, moi j'ai un petit peu horreur de ces filtres-là parce que je pense que la plupart ne servent plus à grand-chose et on peut recorriger ces effets-là ou les reproduire maintenant dans Lightroom par exemple, mais il y a beaucoup de gens qui les utilisent encore, qui ont envie d'avoir la photo parfaite dans le boîtier, dans la caméra au moment où ils prennent la photo. Et le problème de ces porte-filtres, c'est que c'est jamais pratique, puisqu'il faut en mettre 1, 2, 3 filtres les uns à-dessus des autres, et puis si on veut mettre un filtre circulaire comme un polarisant, on ne peut pas le tourner, donc c'est pas pratique, etc. Donc eux, ils ont retourné le problème dans tous les sens, et donc ils ont créé un petit peu un système hybride où vous pouvez mettre un filtre circulaire, et vous avez même la petite roue crantée ici pour la tourner indépendamment du reste et la tourner vraiment très très précisément. Et ensuite vous avez votre truc devant, vous pouvez mettre vos différents filtres. Tout se clipse super simplement, vous le ramenez, je clique, ça se met en place comme ça. Donc ça a l'air vraiment pratique, alors que moi le gros reproche que j'avais à ces systèmes-là, c'est que très souvent il faut visser un gros machin, il faut clipser, ça prend de la place, et puis surtout il faut un temps pour installer tout ça. Et moi habituellement, quand je prends des photos de paysage, j'ai envie de... à part si c'est un super beau paysage, bah je m'arrête, je prends ma photo, puis je continue la route, je n'ai pas envie de m'arrêter 10 minutes, quoi. Donc voilà, a priori, ils ont pensé un système assez malin. Je vous invite à aller jeter un œil sur leur site et à regarder un petit peu la vidéo, comme ça vous le verrez un petit peu à l'œuvre. Le prix n'a pas été indiqué pour l'instant. Et puis, une autre innovation intéressante, Virtual Gimbal. Alors là, c'est encore au stade de prototype, hein, donc je pense qu'on peut attendre encore quelques mois, voire quelques années avant que ça sorte. Mais je trouvais la technologie intéressante. C'est-à-dire que c'est une carte SD. Cette fois-ci, c'est une vraie carte SD qui va stocker des vidéos, parce que c'est plutôt pour la vidéo. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont inclus dans la carte SD un gyroscope sur 3 axes. Donc en fait, un gyroscope, c'est quelque chose qui va ressentir les mouvements de la caméra. Et donc, il va enregistrer en même temps le flux vidéo et en même temps les mouvements du gyroscope. Ce qui fait qu'ensuite, quand vous le mettez dans votre ordinateur, le traitement numérique va associer les deux pour stabiliser votre vidéo. Et le résultat est assez sympa. Pour l'instant, ce n'est pas encore parfait. Ça fait un résultat un petit peu similaire à la stabilisation de YouTube, pour ceux qui connaissent. Où vous avez un petit peu des trucs qui font bloup bloup, ça fait un petit peu du jelly. Voilà, c'est une technologie intéressante et j'ai envie de voir ce que ça donnera par la suite. Je trouvais ça... Enfin, voilà, je me suis dit, il y a un mec, une fois, qui s'est dit, je vais mettre dans une carte SD un système qui capte les mouvements pour stabiliser. Je trouvais l'idée géniale, donc je voulais vous en parler. Voilà. Et puis, le petit concours photo, alors cette fois-ci, ce n'est pas un concours, mais des tonnes de concours tous les jours. C'est l'un d'entre vous qui m'en a parlé, qui est assez à cheval justement sur les questions de concours et sur les questions de droit d'auteur et de réglementation de concours, etc., qui m'a dit, moi je vais souvent sur GuruShots et globalement leurs réglementations de concours sont très correctes et je trouvais le concept assez intéressant en fait. C'est un site où il y a plein de concours et il y en a tous les jours en fait, des nouveaux concours qui sont lancés. Alors c'est en anglais. Donc là par exemple, il y a un concours sur le nombre d'or, un sur de la nourriture délicieuse, un sur dans les bois. Et à chaque fois, il y a un petit prix à gagner. Alors vous voyez, 370 $, 325 $, 250 $. C'est totalement gratuit d'y participer. Et voilà, je trouve que ça peut être intéressant pour confronter un petit peu ses photos à celles des autres. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un œil là-dessus. Voilà, gurushots.com.
Et puis enfin, on va finir avec les photos que j'ai publiées sur la page Facebook au mois de juillet et au mois d'août. Et puis moi, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis merci encore à vous tous d'être là. Je vous aime beaucoup, vous êtes les meilleurs. Et puis bah à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao tout le monde.